Ça, c'est les textes. Donc on voit que les textes, il y en a un certain nombre. Ce n'est pas des textes qui sont apparus depuis 1 ou 2 ans avec notamment OPCM5. Évidemment, il y a IFM, mais on a fait état de Solvay 2, de MIFID, et c'est des textes qui sont soit au niveau européen, soit au niveau national. Et une particularité, c'est que évidemment ces textes s'entremêlent, interagissent entre eux, et je prends l'exemple évidemment de CRD4 et des textes portant sur la gestion d'actifs, où on sait que CRD4 veut avoir une approche très, on va dire, impérialiste, et souhaite faire tomber sous le coup de son application le maximum d'entités possibles, on va dire. Et c'est le cas en matière de rémunération. Une des dernières positions tenues par les textes européens, c'est évidemment le fait de considérer que dès lors qu'une société de gestion sera dans le périmètre d'une entité bancaire, à savoir un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, elle devra se voir appliquer les règles de CRD4. Et on verra l'impact n'est pas moindre, puisqu'il est essentiellement autour du cap bonus, à savoir que dans le domaine bancaire, vous avez ce fameux cap bonus, à savoir que vous ne pouvez pas payer, votre bonus ne peut pas représenter plus de 2 fois votre fixe, ce qui n'est pas le cas dans la gestion d'actifs, où certes les textes font état d'un équilibre entre le fixe et le variable, mais ne font pas état du cap. Donc après l'équilibre, encore une fois, il faut qu'il soit mesuré, approprié. Il ne s'agit pas de faire 1 pour 10, hein, on est d'accord, 1 pour 20, c'est pas trop l'esprit des textes, mais il y a un peu plus de marge de manœuvre. Donc lorsqu'on dit que la gestion d'actifs se fait manger malheureusement et subit toute cette réglementation sur les rémunérations, elle bénéficie finalement d'un traitement qui est quand même meilleur sous cet angle-là. Puisque le cap bonus, c'est quand même ce qui intéresse les gens, ou le montant qu'ils vont recevoir en définitive, et que dès lors les sociétés de gestion appartenant à un périmètre bancaire se voient pénalisées. C'est important pour différentes raisons. C'est important en termes de concurrence, évidemment, à savoir si je suis une firme indépendante, est-ce que j'ai intérêt à aller me faire absorber ou rentrer dans le périmètre d'une entité bancaire, clairement. Et c'est important aussi dans un contexte un peu plus, et là j'ai élargi le débat, Brexit, puisqu'on a eu l'observation qui nous a été faite par nombre de clients, où ce cap bonus gêne terriblement les Anglais, il gêne les autres acteurs évidemment, mais il gêne en particulier terriblement les Anglais, et qu'un des arguments du lobby, on va dire pro-Brexit, et du lobby mené dans les cercles bancaires, c'était de dire les rémunérations, c'est un driver qui est très très important. On sait qu'il y a ce cap bonus, ça nous gêne. On risquerait, si on voulait ne pas l'appliquer, tomber dans une procédure de comply or explain. On ne veut pas être là-dedans, donc il y a le Brexit, et tant mieux le Brexit, parce que comme ça on n'aura pas de cap bonus. Je vous la fais évidemment extrêmement courte, mais ça a été un argument qui est apparu très régulièrement. Donc les rémunérations, même si vous mentionnez en apparence, elles ne sont pas aussi, on va dire, consolidantes ou déconsolidantes que des textes comme MIF qui revoient un peu l'architecture de distribution. Néanmoins, elles sont perçues comme, ou elles peuvent être perçues comme des drivers très très importants. Voilà. De la même façon, on a rencontré des acteurs qui faisaient un peu de balade réglementaire, de lobby, qui se baladaient auprès des différents régulateurs européens pour savoir quelle est un peu la marge d'appréciation qui était réservée localement, et quelle serait la lecture du régulateur en question. Voilà. Et notamment sur cette notion d'équilibre. Donc les rémunérations, c'est un sujet présenté comme brûlant, qui l'a peut-être été perçu comme moins, mais qui demeure structurant. Alors, les questions... Alors, je ne sais pas si elles figurent toutes. Est-ce que c'est possible de monter ou descendre, ou c'est le maximum qu'on puisse faire? Je pense non, Valérie, ou pas? Oui, parce qu'il y en avait peut-être plus de... Ah, c'est les seuls qu'il y a peut-être. Parce qu'il y en avait d'autres en dessous. Voilà. Pardon. Alors les questions qu'on souhaitait mettre en relief immédiatement, hein, et on reviendra ensuite, c'est des questions d'ailleurs que vous pouvez vous poser. Donc elles peuvent paraître très, très générales, mais néanmoins c'est le début de votre réflexion. C'est toute la notion de dispositif de rémunération. Parce que dispositif, c'est, alors là, dès à présent on dépasse le cadre RH, hein, c'est qu'est-ce qu'on entend par dispositif? C'est les moyens que j'ai mis en place, l'organisation
que a prise mon entité autour des rémunérations et comment elle a décidé d'agir ou de mettre des éléments significatifs en face. Donc ça, c'est vraiment la première question. Ensuite, quels sont les axes d'amélioration? Voilà. C'est-à-dire faire un premier questionnement sur la lecture que vous avez des textes et tout de suite vous dire, mais alors, qu'est-ce que j'ai moi? Qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et dans quel délai il faut que je le fasse? Ensuite, est-ce que le dispositif que j'ai peut être caractérisé et suffisant? Bon, souvent la question est non, il faut être assez honnête. Dans des entités, il existe, mais il est à parfaire. Dans d'autres, il est très très lacunaire. Et là, évidemment, parce que le sujet est plus que sensible, est souvent réservé à une partie, on peut le comprendre, de la population de l'entité concédée, en gros à la direction. Et l'association de cette thématique aux autres fonctions n'est pas totale. Et la gouvernance qui doit être organisée aussi, on le verra, autour des rémunérations n'est pas totale non plus. Voilà. Pourtant, c'est une exigence sur laquelle insiste beaucoup le régulateur. Ensuite, un élément important, et qui n'est pas uniquement dans l'approche contrainte ou l'approche conformité, à savoir j'ai une règle, qu'est-ce que je peux faire pour me conformer, c'est quel est le degré de flexibilité qui m'est autorisé. Ça, c'est important aussi. Et là, alors, je suis un peu filmé, mais ce qu'on peut dire, c'est que généralement, l'AMF est à votre écoute. Voilà, je peux le dire. Et notamment sur les instruments. C'est là où on peut parler de flexibilité. Parce que la première question que se posent en pratique les acteurs, c'est mais comment va évoluer la rémunération en gros, de mes preneurs de risque ou de mes cadres dirigeants, et quels sont les instruments que je vais devoir mettre en place pour répondre à ces exigences, et quel est mon degré de flexibilité au regard des caractéristiques de mon entité, de la nature des fonds que je gère, de mon historique, des programmes de fidélisation que je veux mettre en place, etc. D'une transition générationnelle en matière actionnariale, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la question essentielle. Et là-dessus, il faut le dire, l'AMF encourage les acteurs à venir leur présenter des schémas. Alors, elle n'est pas ouverte à tous les schémas, hein, ça, faut être honnête là-dessus. Néanmoins, elle est à l'écoute. Même si, on va le voir, il y a certains mécanismes qu'elle pourrait, a priori, privilégier ou du moins proposer aux différents acteurs. Voilà. Par exemple, on sait que le cash indexé sur un panier de fonds est un élément qui revient régulièrement, voilà, et qui est souvent en discussion avec l'AMF et qui s'est petit à petit presque installé comme une pratique de place ou une pratique assez généralisée. Néanmoins, il y a évidemment après quel type de fonds, quel type de panier et qu'est-ce que je fais des autres instruments qui étaient déjà en place, type action gratuite ou autre. Voilà. Ensuite, le rôle et les responsabilités des employés. Est-ce que c'est clairement défini? Ça, c'est un texte, c'est un élément qui est fondamental aussi. Et là, on parle véritablement de la gouvernance des rémunérations, c'est qui fait quoi. Pas uniquement l'organe de direction, que fait la fonction de contrôle. On verra, elle fait plein de choses. Que fait la fonction RH et que font en gros un peu mes preneurs de risques. Voilà. Donc est-ce que mon dispositif il intègre vraiment l'attractivité? Donc ça c'est une question de place parce que souvent on entend oui mais mes employés si je modifie substantiellement leur mode de rémunération ils vont partir. Bon. Mais s'ils vont partir, moi la question que j'ai envie de poser après c'est où vont-ils partir? Donc s'ils vont partir dans une autre société de gestion en France, ils vont se retrouver dans une autre société de gestion qui sera soumise exactement aux mêmes règles. Donc ça c'est un élément à considérer. S'ils rejoignent une société de gestion qui n'est plus indépendante mais qui appartient à un groupe bancaire, non seulement ils vont être soumis à peu près aux mêmes règles, mais en plus ils vont se voir appliquer le cap bonus. Voilà. S'ils ils restent dans le domaine financier et qu'ils vont dans l'assurance, ils sont soumis aux mêmes règles, même si les textes sont un peu moins fournis en assurance. Voilà. Donc en tout cas, s'ils restent en Europe continentale, on peut considérer à l'heure actuelle qu'ils seront à peu près mangés à la même sauce. Donc l'argument expliquant que moi finalement le fait de ne plus me verser que du cash m'encourage à partir n'est pas toujours un argument totalement solide. Voilà. Après, si éventuellement ils partent en Angleterre, bon, en Grande-Bretagne, évidemment la question sera différente et on verra comment évoluer le marché local. Même si jusqu'à présent la Grande-Bretagne a quand même réussi à jouer le jeu. Et ensuite, comment c'est important, le dispositif de rémunération peut être communiqué et mis en application.
ça c'est un élément fondamental aussi, c'est quand je mets en place tout ça, comment je fais, comment je communique auprès de mes salariés, non seulement mes salariés, mais les personnes à l'extérieur, mes investisseurs. La nature de l'information que je donne. On va le voir, OPCM5 est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus disante là-dessus et vient démontrer qu'il y a un impact réel sur la documentation. Le DC, le prospectus, le programme d'activité, le rapport annuel des fonds, voilà, on va le voir, tout ça, c'est significatif. C'était déjà présent dans IFM, mais c'est renforcé dans UCITS 5. Et là, on va le voir, l'AMF n'a pas forcément appliqué des règles communes. Donc voilà, donc ça, c'est véritablement les questions que vous devez vous poser, les questions, voilà, quand vous abordez la rémunération, ce que vous devez faire. Donc ça, c'est un peu pour préciser davantage qu'on vient d'énoncer. Donc on a ces fameuses contraintes réglementaires qui sont toutes communes, UCITS 5, MiFID, CRD4. Donc ça, c'est l'aspect un peu conformité, aspect, on va dire, conjoncturel, contrainte du moment. Je dois me conformer au texte. Donc ça, c'est la première approche ou une approche qui peut être considérée comme naturelle. Néanmoins, évidemment, ça irrigue d'autres choses. Ça irrigue l'organisation. Donc on a parlé de la gouvernance, du contrôle interne. Les systèmes d'information, c'est un véritable chantier également. Alors tout dépend de la nature de l'entité considérée, le nombre d'employés impactés. L'exposition géographique aussi, puisque lorsque vous avez une entité qui a des succursales ou des filiales répandues un peu partout en Europe ou ailleurs, évidemment c'est difficile d'aller, ou c'est plus difficile d'aller monitorer leurs performances, d'aller s'assurer que les contraintes locales sont identiques aux contraintes françaises, et surtout de monitorer leurs performances ou d'ajuster leurs performances, puisqu'on va le voir, c'est un élément qui est important dans le versement de la rémunération variable. Donc l'aspect IT n'est pas anodin. Voilà. Et le fichier, on va dire le fichier traditionnel Excel peut être de moins en moins de mise. L'aspect performance, on va le voir, c'est un aspect qui est très important et on va le détailler. Et ensuite, évidemment, alors ça c'est une question qu'on met souvent en opposition avec la réglementation. De la même façon qu'on met en opposition le fiscal avec la réglementation, c'est le droit du travail ou le social. C'est comment finalement j'arrive à faire coexister ces règles. Au regard de certains mécanismes prévus dans les textes, et qui l'emporte, qu'est-ce que je fais s'il y a une contradiction entre les deux. Voilà. La difficulté, c'est qu'on a quand même des corps de règles qui sont, quand ils sont antinomiques, il est difficile d'arbitrer, parce qu'on sait que les règles de travail, pour beaucoup, elles sont d'ordre public, et il est difficile d'y déroger, clairement. Qu'un contrat de travail, c'est quand même quelque chose d'important. Et que dès lors, modifier les contrats de travail pour venir répliquer l'application de la réglementation, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué et c'est pas forcément toujours souhaitable, puisque c'est pas la solution la plus simple qui en ressort. Et du coup, ça peut créer des zones de friction supplémentaires au sein des différentes entités. Voilà. Donc on a cette fameuse règle du clawback ou autre mécanisme du type restitution, qui ne sont pas forcément en adéquation avec le droit du travail. Et on peut dire, s'il est important de les prévoir dans votre politique, les textes n'arbitrent pas cette question. Donc c'est une question qui est encore un peu en discussion, même si on aurait tendance à considérer dans une première approche que le droit du travail est le droit du travail, de la même façon que la fiscalité est la fiscalité. Voilà. Puisque j'avais une question hier qui m'était posée sur la retenue à la source. Et comment fait-on si on met en place le mécanisme de retenue à la source par rapport à des mécanismes de rétention ou de clawback? Si on m'a pris mon argent, mais qu'ensuite on me demande de le restituer alors que j'ai déjà payé des impôts dessus, qu'est-ce que je fais? Donc ça, c'est clairement un exemple très pratique de confrontation entre les deux textes. Voilà, donc ça peut, après, opposer à l'administration fiscale une réglementation européenne, ou transposé en France bien évidemment, mais voilà, ça peut être également compliqué. Je ne suis pas certain que le réglementaire puisse toujours l'emporter. Voilà. En tout cas, il n'y a pas d'écrit clair sur cette confrontation entre les deux. Donc, les principales caractéristiques, alors c'est peut-être écrit assez petit, mais ouais, ça c'est très général, hein, c'est finalement ce que vous devez faire figurer au début de votre politique de rémunération. L'approche qui doit être prise, évidemment, c'est que vous avez une approche extrêmement saine du sujet, qui ne fait pas prendre de risques à vos personnels concernés, et qui inscrit finalement la performance de l'individu dans une durée certaine.
Alors, la durée certaine, c'est quoi? C'est au moins la durée de cycle du produit, hein, de la vie du fonds. Ça, c'est l'entrée de toute sémantique en matière de rémunération, mais c'est vraiment l'élément à prendre en considération. Après, un élément qui est important et sur lequel je voudrais insister un peu plus, c'est sur l'évaluation de votre dispositif de rémunération. Alors, vous devez évaluer avec OPCM5 annuellement votre dispositif de rémunération. C'est important. C'est important parce qu'on sait qu'une population change, évolue. Des gens qui sont preneurs de risque une année ne le sont peut-être plus l'année d'après. Les gens qui ont été payés avec certains instruments ne le seront peut-être plus payés de la même façon l'année d'après. Les politiques de reward dans les entités évoluent. Donc ça, c'est un élément qui est important. La première différence entre OPCM5 et AIFM, c'est qu'AIFM parlait d'une revue régulièrement. Vous voyez là le verbe régulièrement. OPCM5 dit annuellement. Voilà, donc c'est un peu plus strict. Cette exigence, elle est également évidemment prévue dans le domaine bancaire. Donc ce dispositif-là, il est important parce qu'il permet de vous questionner, véritablement de vous challenger dessus. Après, évidemment, la question, c'est qui le fait sur un sujet aussi sensible, qui va aller évaluer l'efficacité du dispositif. Donc les textes parlent d'évaluation interne, centrale et indépendante. Donc on peut considérer classiquement que c'est, par exemple, dans les entités bancaires, l'inspection générale ou encore l'audit interne. Voilà. Il arrive que du fait de l'extrême sensibilité du sujet, finalement, et les textes le permettent, que ça soit finalement une personne extérieure qui soit désignée pour y procéder. Voilà. En tout cas, pour mettre en place peut-être une approche particulière, pédagogique, pour rendre l'exercice un peu plus automatisé et réplicable sur les années postérieures. En tout cas, c'est un élément essentiel. Donc là encore, c'est un sujet qui est certes, qui peut paraître figé dans votre entité. Vous avez rédigé une politique de rémunération, vous avez mis en place quelques mécanismes, vous avez envoyé votre fiche à l'AMF. On peut considérer que c'est terminé. Non, ce n'est pas vraiment terminé parce que cette évaluation-là, évidemment, il faut en faire état ensuite, que vous avez bien évalué. On sait que la formalisation, c'est un élément important pour l'AMF. Donc, dès lors que vous avez évaluation, il faut qu'il y ait trace de l'évaluation. Voilà. Donc, cette trace de l'évaluation, quelle forme prend-elle? Je prends, sûr, puisqu'on a déjà fait, elle prend la forme d'un rapport, des rapports, où on passe en revue les éléments essentiels et structurants, et on détaille plus clairement quel a été le rôle finalement de chacune des fonctions au sein de l'entité. Et les zones de faiblesse qui ont pu être identifiées et les moyens d'action qui ont été mis en face. Voilà, ça c'est important. Et on verra avec P, évidemment, cette rémunération, elle irrigue d'autres choses au-delà de l'évaluation, elle irrigue aussi vos plans de contrôle, puisque qui dit évaluation dit en amont intégration de la notion de rémunération dans le plan de contrôle. Voilà, tout ça c'est nouveau aussi. Elle dit, puisqu'il y a les risques qui sont associés à la rémunération, elle dit intégration de la rémunération dans votre cartographie des risques, par exemple, ou éventuellement dans votre cartographie des risques, des conflits d'intérêts, pardon. Voilà. Donc il y a tous ces éléments qui font que la rémunération vit véritablement et n'est pas une procédure ou une politique supplémentaire qu'on va insérer dans un manuel et dont on va un peu s'éloigner au fur et à mesure. Voilà. Alors, la première grande question, évidemment, c'est sur les personnels concernés. On passe beaucoup de temps en général sur cette question. Qui est personnel concerné? Qui est preneur de risque? Qui se voit appliquer l'étalement ensuite, c'est un peu la conséquence à partir d'un certain montant. Alors là encore, la grande différence avec AIFM et OPCM5, c'est il semblerait que OPCM5 aille au-delà quand même d'AIFM, dans le sens où OPCM5 intègre désormais les analystes financiers. Donc ça, c'est une nouveauté qui n'était pas forcément aussi claire dans IFM. Désormais, les analystes financiers rentreraient dans le premier cercle du personnel concerné. Et le premier cercle, c'est quoi? C'est le personnel qui est intrinsèquement considéré comme preneur de risque de par sa fonction. Voilà, alors de par sa fonction, on a évidemment les dirigeants responsables. Il est difficile de ne pas considérer que les dirigeants responsables ne sont pas preneurs de risque. On a les responsables de chacune des unités. Alors, là encore, on verra, c'est important la proportionnalité parce qu'éventuellement, c'est des choses sur lesquelles on peut revenir parce qu'une entité avec 3 personnes, déjà, il va falloir s'assurer qu'il y ait toutes ces personnes, ce qui n'est pas toujours le cas.
Ensuite, il y a souvent des cumuls de fonctions qui rendent la chose un peu plus difficile. Mais on verra, la proportionnalité, généralement, elle est soumise à des seuils bien particuliers. Mais malgré ces seuils, il est possible quand même d'aller se battre pour expliquer en quoi on pense pouvoir en bénéficier. Voilà. Donc, c'est tous les responsables des fonctions support. Donc là, c'est difficilement plus large, hein. Donc le juridique, l'administratif, les ressources humaines, c'est important. Les ressources humaines sont dedans. Et puis, on a le RCCI, le contrôleur interne et des risques. Eux, ce sont les personnes qui sont traditionnellement, et on comprend pourquoi, considérées comme des preneurs de risques. Parallèlement à ça, on a le deuxième cercle, où là, c'est une approche qui est cas par cas, vraiment cas par cas, où on va s'interroger sur la nature de la fonction et sur le risque que peut faire encourir, de par sa fonction, la personne considérée. Donc là aussi, ça peut varier. C'est pour ça que je dis du cas par cas, c'est in concreto, c'est en considération du rôle qui est attribué à chacun. Voilà, le middle office, c'est pas forcément, ou le back office, dans certaines entités, le back office peut se rapprocher du middle office, mais que fait le middle office dans cette entité, voilà. Et ensuite, les collaborateurs en dessous, et ça, c'est vraiment l'organisation, le rôle ou la responsabilité qui est laissée à ces personnes. Par responsabilité, j'entends pouvoir de décision, hein, c'est autonome, hein, c'est là que se joue la clé d'analyse. C'est donc après les éléments collaborateurs, on va dire les N-1, donc dans le marketing, les ressources humaines, l'administratif, le développement. Là, généralement, il est possible de trouver des arguments pour dire que ces personnes-là sont quand même beaucoup moins, ou intrinsèquement, beaucoup moins preneurs de risques que soit celles qui figurent au-dessus, soit encore plus clairement celles qui figurent dans la partie gauche du tableau. Voilà. Donc en tout cas, ça exige quoi de votre part? Ça exige que vous mappiez l'ensemble des personnes, hein. C'est vraiment l'approche comment on pourrait dire, en entonnoir, où vous prenez au départ dans l'analyse l'ensemble des personnes et vous allez au cas par cas vous assurer, au regard de leur fonction, qu'ils sont ou non preneurs de risques. Donc ce qu'on fait, et de toute façon, là, mais vous pose des questions dessus, c'est d'expliquer, de mettre à jour cette liste régulièrement et de justifier en quoi les gens sont preneurs ou pas de risques. Mais j'insiste, il faut véritablement raisonner par fonction, hein, parce que le sujet de rémunération est un sujet très sensible, donc on peut vite s'embarquer dans des considérations nominatives. C'est les fonctions qui sont prises en considération, donc un tableau ou un autre document utilisé par votre part, faisant figurer en colonne de gauche par exemple la fonction de la personne, le rôle qu'il occupe au sein de l'entité véritablement de façon très concrète, et dès lors la conclusion qu'il est ou non preneur de risque, c'est une approche qui est intéressante. Voilà. Après, les justifications, elles sont très personnelles, hein. Vous avez, comme je disais, certains back-office, ou middle office, dans certaines entités, le middle office est considéré comme preneur de risque. Alors, une particularité, c'est qu'au début, la tendance était un peu, comme on ne savait pas, c'était un peu à englober un maximum de personnes pour limiter les risques. Maintenant qu'on a un peu plus de recul sur les notions, que l'AMF a elle-même mûri le sujet, il est possible par des effets de benchmark, hein, souvent, ou de retour d'expérience, d'exclure un peu plus de personnes, ou d'essayer d'exclure un peu plus de personnes du champ considéré. Voilà. Dans le domaine bancaire, on sait qu'au début, hein, des très grands établissements ont une approche ultra prudente et ont pris tout le monde. Voilà. Ils ont pris tout le monde et ils ont été incapables de gérer le tout le monde pour des raisons de communication interne, pour des raisons de rétention de ces personnels, pour des raisons de monitoring, etc. Voilà. Donc, et ils en sont revenus petit à petit à une approche un peu plus prudente ou du moins différente. Alors, sur les critères de calcul, alors là aussi, tout dépend de l'unité considérée ou de l'entité considérée. On sait que l'approche, elle est tripartite, hein. C'est pas uniquement, et là c'est un grand changement aussi, une grande évolution, c'est pas uniquement la personne physique qui est considérée, sa performance. C'est souvent difficile à faire accepter, hein, mais c'est pas parce que Monsieur X a été super bon que forcément Monsieur X devra être en droit de considérer qu'il a le droit à tel niveau de rémunération ou de remerciement, on va dire. Voilà. Monsieur X s'intègre dans une entité qui est plus large déjà, hein, donc il faut voir la performance de l'entité, c'est important.
dans votre argumentaire, j'insiste, parce que là encore, certaines années on va dire de décollecte massive, il ne faudrait pas que la personne X elle soit quand même super bien rémunérée alors que l'entité rencontre des difficultés. Hein, voilà. Et puis il y a l'unité à laquelle appartient Monsieur X. Voilà, Monsieur X, son unité, est-ce que son unité opérationnelle a également bien performé? Ça c'est important. Donc l'unité, c'est dans quel type de gestion par exemple va être Monsieur X et quels sont les collègues dans cette unité de gestion, comment eux-mêmes ont-ils performé ou pas, ou comment globalement l'unité a performé. Voilà. Et ça c'est une approche qui est évidemment difficile lors des entretiens d'évaluation, soit déjà dans le discours qu'on délivre en entrée d'année en disant voilà, cette année tu vas être évalué sur ça, mais également en fin d'année en disant écoute, tu as été super bien, mais sache que notre unité, les fonds, etc., n'ont pas été forcément très performants, donc on ne pourra pas te récompenser autant que tu pensais pouvoir l'être. Ça, c'est important. Hein. Sur les critères de performance, donc on sait traditionnellement qu'il y a une approche quantitative et qualitative, qu'il y a des mesures relatives et absolues qui sont prises en compte, et également des mesures internes et externes. Donc dans l'approche évaluation des performances individuelles, on a, et c'est là encore plus qu'intéressant, évidemment, une approche quantitative et qualitative. Donc quantitative, c'est évidemment les aspects financiers, hein, et qualitatifs sont non financiers. Alors ce qui est important de prendre en considération, c'est que les gens ont tendance à se focaliser sur le quantitatif, parce que pour eux, c'est le critère essentiel dans l'appréciation d'une performance, et c'est traditionnellement ce qu'on regarde. Néanmoins, le qualitatif est extrêmement intéressant. Il est intéressant parce qu'il permet de pondérer le quantitatif. Et certaines années, lorsque le quantitatif n'est pas bon, on peut, parallèlement à ça, dire oui, mais le qualitatif a été très bon. Voilà. Alors après, il y a une mesure. Hein. Il ne s'agit pas de contourner les règles, etc. Mais l'introduction de cette pondération, et les textes ne s'y opposent pas, peut être assez intéressant en termes de management d'équipe. J'insiste. Voilà. Donc le qualitatif, c'est évidemment des choses qui ne sont pas toujours facilement évaluables ou appréciables et qui peuvent introduire beaucoup de tensions aussi. C'est-à-dire que monsieur Untel considère qu'il a été super bon sur tel projet parce qu'on lui a introduit la notion de projet. Alors le projet, c'est quelque chose qui marche très très bien, par exemple dans les entités, parce que souvent les questions qu'on nous pose, mais c'est quoi ces critères quanti? C'est quoi ces critères quali? Sur quelle population s'applique-t-il? De direction, de support, c'est pas les mêmes. Alors par exemple le projet, pour le quali, parce que souvent sur les fonctions de gestion, on a un peu de mal à trouver des choses très pertinentes ou qui pourraient emporter l'agrément de tous. Donc le projet, par exemple, confier à des gérants un projet et l'associer à une approche un peu éthique en disant, ou réglementaire ou de conformité, à savoir que telle réglementation t'impacte, donc peut-être que tu peux prendre en main ce projet-là et en tout cas le décliner sur ta population de gérants. Ça c'est quelque chose qui est intéressant et qui plaît beaucoup, puisqu'elle associe le gérant dans la mesure du possible à une approche éthique plus importante. Voilà un exemple de qualitatif. Alors là-dessus, évidemment, OPCM5 et UCIT5 ne sont pas particulièrement différenciants. Ensuite, ce qui est pris en compte, c'est les performances absolues et les performances relatives. Voilà. Et c'est là où va se jouer un peu le jeu de pondération aussi. C'est au titre de quoi je vais privilégier la performance absolue et au titre de quoi ou de quels critères je vais privilégier la performance relative. Voilà. Donc là, on passe beaucoup de temps à énoncer un certain nombre de critères, puisqu'on voit très bien la performance ou les critères d'appréciation, c'est vraiment la grille d'analyse, d'entrée d'analyse. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez évalué la performance au regard des critères réglementaires qui sont fixés, que vous les avez figés en amont ou bien établis, que vous les avez communiqués, ensuite, une fois que vous les avez retranscrits, que vous avez évalué la performance, derrière, il y a la rémunération. C'est important. Et c'est pour ça que les régulateurs sont attachés à ces critères-là. Parce qu'une fois qu'on a l'évaluation, une fois qu'on a la rémunération, c'est quel type de rémunération? Est-ce que la rémunération, finalement, correspond au profil de risque de mon entité ou au profil de risque de l'unité opérationnelle, malgré le fait que le collaborateur a bien rempli ses objectifs? Voilà. Donc c'est vraiment la grille d'entrée de toute analyse. Et une fois que je rémunère, de combien je rémunère et à partir de quel seuil je rémunère, il sera étalé, on le verra. Donc les performances ou l'appréciation des performances ou des critères de performance, véritablement déclinés opérationnellement et pas juste
on va dire, présenté en apparence pour satisfaire X ou autre contrainte réglementaire, c'est essentiel. Et les régulateurs sont attachés. On a des retours d'expérience sur des petites questions qui ont été posées dans le cadre de contrôle qui pouvaient porter, même pas forcément sur la rémunération, où il y a des questions qui sont posées sur les critères de performance, hein, clairement. Donc on va vous questionner à savoir, mais qu'est-ce que vous entendez par quali, par quanti, comment ça a été apprécié, décliné, etc. Voilà. Donc c'est vraiment un point très très important parce que là on tombe dans le concret. Alors sur la proportionnalité, je pense que c'est un des thèmes qu'on avait mis en avant dans le carton qu'on vous a envoyé. Ça évidemment ça occupe tout le monde. Ça occupe tout le monde, quoi, du moins ça questionne tout le monde. Tout le monde se dit mais est-ce que moi j'aurais intérêt à la demander et comment je peux la demander surtout. Voilà. Et est-ce que justement au PCVM5 et cette fameuse fiche que vous devez envoyer courant octobre où on comprend des échanges de places, que cette fiche-là vous avez jusqu'à la fin de l'année pour l'envoyer, c'est important. Hein, quoi, c'est en train de s'alléger. Normalement c'était octobre et petit à petit ça s'allège, il y a un peu plus de flexibilité qui est accordée. L'AMF a déjà reçu les fiches hein, et a déjà répondu. Donc le message de place, c'est si vous pensez que vous êtes prêt, allez-y. Et souvent, vous aurez peut-être un peu plus de rapidité dans la réponse, puisqu'il n'y aura pas, comme ça avait pu être le cas pour les agréments IFM, un peu de bouchon, où ça mettait un peu de temps et que finalement les dossiers mettaient un peu de temps à être traités fort logiquement. Voilà. Donc là, si vous pensez être prêt et que vous avez une politique, un dispositif avec lequel vous êtes confortable, vous pouvez y aller. Voilà. Donc cette fiche ou cette circonstance de PCM5 justement permet aux acteurs de s'interroger hein, clairement sur la proportionnalité. Alors la proportionnalité, eh bien évidemment, c'est là où est la marge d'appréciation de l'AMF notamment. Il n'y a pas de critères de seuil, par exemple, qui sont fixés, c'est important, sauf sur certaines notions comme le comité des REM où on sait que ce n'est pas une exigence si vous gérez moins de 1,2 milliard, quoi, vous avez moins de 1,2 milliard d'encours ou que vous avez moins de 50 salariés. Ça, les textes européens le reprennent. Par exemple, dans cette hypothèse-là, la proportionnalité vous exonère d'un comité des REM. En revanche, la proportionnalité, mis à part l'énonciation de critères assez généraux, il vous appartient de la démontrer. C'est important. Hein. Et la démontrer, là encore, ça ne veut pas dire bon ben voilà, moi j'ai la proportionnalité, je fais rien. C'est pas du tout ça. C'est je pense que j'ai le droit à un traitement revu au regard de ce critère parce que en raison des caractéristiques de mon entité, plus de flexibilité pourrait m'être réservée. Voilà. Mais ces critères-là, de la même façon que le seuil d'étalement n'a jamais été fixé dans les textes, il a été figé sur la place à 100K, à partir de 100K de bonus, vous devez être étalé. Ça n'a jamais été écrit parce que là encore, on ne veut pas encourager certains comportements qui pourraient paraître comme déviants. Néanmoins, la proportionnalité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle énonce. Alors elle énonce la taille des activités, par exemple. À vous de dire qu'au regard de votre taille, vous pensez bénéficier de la proportionnalité. On va y revenir hein, là-dessus. Ensuite, au regard de votre organisation interne, quelle est la complexité de votre organisation interne? Une organisation à 3 personnes, une organisation évidemment à 5000 personnes, on ne parle pas de la même chose. Même une organisation à 20 personnes, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc l'organisation interne, c'est est-ce que moi, par exemple, j'ai des fonctions totalement internalisées ou pas, ou j'ai externalisé certaines choses? Est-ce que j'ai des N-1, N-2 à l'envie? Est-ce que j'ai une organisation, ne serait-ce que sur le plan droit des sociétés assez complexe, en matière de gouvernance notamment? Est-ce qu'elle est facilement lisible, etc. Voilà, ça c'est véritablement votre organisation. À vous de démontrer au regard de tous ces éléments que vous pouvez légitimement penser pouvoir bénéficier de la proportionnalité. Ensuite, la nature des activités, c'est... qu'est-ce que véritablement vous faites? Là, on a parlé du PCM5. C'est vrai qu'on a omis de dire, ou j'ai omis de dire en début de présentation, qu'au PCM5, c'était un sujet qui est encore plus intéressant parce qu'il avait été
finalement, il a permis à certains acteurs de retarder l'application des règles relatives à la rémunération, où on avait basculé la nature des fonds en OPCVM, en AIFM, éventuellement AIF en OPCVM, justement pour, et là ça servait de driver à l'époque, certains l'ont fait, pour ne pas tomber sous le coup des réglementations. Voilà. Donc, la nature des activités, c'est maintenant qu'est-ce que je fais comme activité, hein. Et une question qui s'était posée dans cette articulation entre la gestion de ces deux natures de fonds, qui était extrêmement complexe évidemment, c'était les textes prévoyaient à l'époque du prorata. C'est-à-dire qu'un gérant qui passait du temps sur un OPCVM à 50%, il allait être appliqué 50% d'OPCVM, mais à l'époque il n'y avait pas de texte. Et s'il passait 50% de son temps sur des AIF, il allait se voir appliquer AIFM à 50%, ce qui n'avait aucun sens. Donc, voilà. Donc à l'époque, il y a d'entrée de jeu des gens qui avaient clairement fait le choix de partir sur AIFM et d'ajuster éventuellement le tir ensuite lorsqu'il y aurait eu OPCVM 5. Nous, c'est ce qui nous semblait le plus lisible et ce qu'on avait, par exemple, recommandé dans certaines circonstances pour ne pas revenir sans arrêt ou retarder l'entrée en application de certaines règles qui allaient, quoi qu'il arrive, intervenir. Voilà. Ensuite, la portée des activités, c'est, on va le voir, est-ce que vous, par exemple, vous avez une exposition internationale? Ça, c'est important. Est-ce que vous avez, par exemple, des succursales, des filiales ou pas? Est-ce que vous recourez au passeport? Quel type de passeport? Tout ça est pris en considération sur votre exposition. Voilà. Donc tout ça, il faut le démontrer. Là encore, toutes les réponses ne sont pas forcément mauvaises, hein, ou forcément bonnes. C'est un travail argumentaire assez classique, mais sur lesquels il faut être assez précis quand même. Et ensuite, sur la complexité des activités, par exemple, on l'a vu, ça peut être, est-ce que vous recourez à l'effet de levier? Ça, c'est un élément qui est assez important, hein, un critère qui est pris en considération. Le faites-vous ou pas? Et à vous de démontrer que vous ne le faites pas, donc vous pensez que c'est un élément supplémentaire qui vous fera éventuellement bénéficier de la proportionnalité, ou que vous le faites, mais malgré le fait que vous le faites, vous pouvez quand même bénéficier de la proportionnalité. Donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment du cas par cas, et c'est à vous d'avoir un travail un peu convaincre, hein, j'allais dire de plaidoirie pour emporter l'assentiment du régulateur là-dessus. Voilà les éléments donc de façon un peu plus détaillée dont je faisais état. Alors c'est toujours ça. Voilà, donc la taille c'est quoi? C'est donc les montants des fonds propres, en gros, qui est pris en considération. C'est le montant des actifs sous gestion, l'exposition au risque ou aux dettes, et la taille des effectifs. Donc là, on voit, à vous de vous positionner par rapport à tout ça. L'organisation interne, on en a parlé, donc structure juridique du gestionnaire ou des fonds, complexité de la structure de gouvernance, cotation du gestionnaire sur les marchés réglementaires ou cotation des fonds sur des marchés réglementés aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est des éléments que vous connaissez, qui vous sont propres. Alors un élément important aussi, c'est que tout ça est apprécié dans une perspective un peu future ou au moins moyen terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que pour l'instant vous ne recourez pas au levier, mais que demain vous allez y recourir. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Peut-être que pour l'instant vous ne l'avez pas de filiale ou de succursale, mais que vous prévoyez clairement de vous étendre ou de faire grossir votre business à l'étranger, ou voire éventuellement de faire coter certains fonds. C'est important parce que là encore, la proportionnalité, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose que l'acteur, le gestionnaire, doit être en mesure de démontrer à n'importe quel moment. J'insiste. Hein. C'est-à-dire que si vous pouvez penser à un moment donné que vous avez la proportionnalité ou que l'AMF semble plus ou moins vous l'accorder, ne pensez pas que c'est figé et que ça vaut pour 10 ans. Hein, et que derrière, vous allez du coup pouvoir complètement modifier votre setup, parce que ce setup-là, il devra être lu à la lumière de la proportionnalité. Donc là, on voit bien que la rémunération, c'est quand même un driver significatif. Alors la proportionnalité, c'est une notion qu'on connaît déjà, dans l'application de plein d'autres textes, mais en matière de rémunération, elle est quand même assez prégnante. La proportionnalité aussi, elle peut être appréciée donc d'un aspect société de gestionnaire, mais elle est aussi souvent perçue d'un aspect gérant. Voilà, qu'est-ce qui fait mon gérant? À quel type de gérant j'ai affaire? Quel type de fonds il gère? Quelle est son expérience? À quelle unité opérationnelle appartient-il? Voilà. Donc tout ça, c'est un élément qui est évidemment pris en compte aussi, où souvent on distingue véritablement les catégories de personnel qui pourraient éventuellement se voir bénéficier du principe de proportionnalité,
au détriment de d'autres dans la même entité qui regardent leur fonction ne pourraient pas en bénéficier. Donc on voit que la grille de lecture là-dessus, elle est double. Alors, ça c'est cette petite slide, c'est pour mise à jour du dossier d'agrément, c'est un peu dans la circonstance actuelle, c'est pour ça qu'on vous l'a fait figurer. Un élément sur lequel on peut dès à présent peut-être indiquer, c'est tout ce qui est reporting. Alors on sait que le reporting d'OPCM5 est un reporting qui est plus nourri en matière de rémunération que KIFM, je le mentionnais en introduction. Notamment au regard du DC, on sait que dans le DC désormais devra figurer une petite mention qui renverra par exemple à votre politique de rémunération qui devra figurer sur le site, ou au moins il y aura une mention sur le site qui fera état que la politique de rémunération est à disposition sur demande. Mais on voit que la publicité est bien plus grande. Donc souvent ce qu'il est possible de faire, c'est par exemple de faire un résumé sur votre site et de renvoyer, d'indiquer cette mention-là, que si quelque chose de plus détaillé, ça pourra être fait sur demande. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est loin d'être anodin en termes de transparence. Donc après, il y a la mise à jour du DC, évidemment, quand est-ce que cela, c'est une question très concrète, cela devra intervenir. Alors cela pourra intervenir lorsque, par exemple, la performance des fonds sera évaluée et qu'il faudra modifier le DC, ou lorsqu'il y aura un élément significatif qui entraînera la modification de celui-ci. Donc ça, c'est un élément qui vous laisse un peu plus de flexibilité. Un autre élément, c'est évidemment vos prospectus. Il faut également modifier vos prospectus en expliquant, par exemple, la philosophie générale de votre politique de rémunération. Et on sait que là-dessus, l'AMF est un peu plus tolérante, même si normalement c'était quand même ce dernier trimestre 2016. Voilà, là-dessus, elle laisserait peut-être un peu plus de temps. En tout cas, il faut savoir que ces textes sont censés s'appliquer dès 2017. Alors, s'appliquer dès 2017, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en théorie, s'appliquer aux performances ou à la prestation rendue en 2017 et qui sera rémunérée en 2018. Voilà. Donc, quelqu'un qui fait son travail gentiment ou normalement sur 2017, on apprécie sa performance et ensuite... Donc si on considère un exercice janvier-décembre, et ensuite on lui versera sa rémunération au regard de ces différents critères, premier trimestre par exemple 2018. Un autre élément assez important qui avait fait état de beaucoup d'échanges sur la place, c'était, et qui jusqu'à présent qui était une différence avec OPCM5 au regard de l'appréciation que laisse penser l'AMF, c'est la transparence dans le rapport annuel des fonds. Les textes prévoient en théorie que vous devez faire figurer un certain nombre d'éléments dans les rapports annuels des fonds en matière de rémunération. Donc là, tout le monde a hurlé évidemment, surtout que le degré de détail attendu n'est pas totalement anodin. On va dire que grossièrement, il faut indiquer les deux grandes masses de rémunération, donc la partie fixe et la partie variable, et ensuite l'éclater en termes de répartition au regard de chacune des fonctions. Donc telle fonction a tel montant de fixe et tel montant de variable, telle fonction a un montant de fixe et tel montant de variable. Voilà. Alors la difficulté là-dedans, évidemment, c'était quoi? C'était que dans les entités de plus petite taille, on allait vite identifier qui était derrière. Donc ça a beaucoup gêné, il y a eu beaucoup d'échanges. L'AMF a fait preuve de beaucoup d'intelligence et après des échanges a indiqué qu'il était possible d'organiser un renvoi du rapport du FIA vers le rapport annuel de la SGP, l'a toléré. Voilà. Ça semble pas être le cas pour OPCM5 et les OPCVM, donc ce qui est un peu plus gênant, à l'heure actuelle en tout cas. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, lorsqu'on sait qu'il y a un certain nombre d'acteurs quand même de plus petite taille, presque majoritairement de gérants des OPCVM, qui seraient du coup de se voir impactés, parce qu'on saurait immédiatement qui touche combien, qui fait quoi, etc. Voilà, des entités à 3 personnes, on a envie de savoir combien touche monsieur un tel. Après, j'allais dire, alors c'est peut-être provocateur, mais alors, on s'en fout presque de... Moi, je considère qu'on s'en fout un peu de... Alors, je sais, c'est pas bien de dire ça, c'est pas politiquement correct, mais de savoir combien chacun touche, en fait. Parce qu'au final...
c'est une approche peut-être un peu plus anglo-saxonne, mais une fois qu'on sait combien touche un tel, on ne sait pas pour autant qu'on va forcément changer d'approche. Voilà. Un autre élément qui était important aussi, c'est en matière de représentants du personnel. Voilà. Il faut savoir que si par exemple le droit local considéré, donc le droit français prévoit la présence d'un représentant du personnel dans un organe de direction, il doit être également prévu une présence du représentant du personnel dans le comité de rémunération. Voilà. Donc on voit que là tout ça un peu se mord la queue et peut arriver à des problématiques bien différentes, de toute autre nature. Sur l'étalement, on n'en a pas parlé, on va y revenir, et un peu sur les instruments aussi. L'étalement, on sait qu'il était fondé dans OPCVM, dans IFM, il était fonction de la durée de vie, la durée du cycle de vie du produit, et que OPCM5 fait état d'au minimum 3 ans. Voilà, ils font état de 3 ans. Généralement, IFM, c'était entre 3 et 5 ans, ce qui correspondait à peu près à la vie d'un produit. Et enfin, et je l'ai mentionné, la grande différence, c'est justement le réexamen annuel de la politique sous OPCM5, qui n'existe pas, ou qui est uniquement mentionné à titre d'examen régulier dans IFM. Voilà. Donc tout ça, c'est véritablement les éléments qu'il y a à prendre en compte. La slide suivante, c'est justement sur un peu exemple de schéma de report. Alors je sais que c'est là généralement que tout se focalise. Toute l'attention porte. La grande règle, c'est évidemment qui est maintenue, alors qui est propre au domaine bancaire, qui est propre au domaine de la gestion d'actifs, c'est ces fameux 60-40. À savoir que je vais étaler et je vais étaler en fonction de la considération que j'ai mon variable dans une proportion qui varie. Voilà. Alors, la question d'étalement, elle pose évidemment différentes questions, différentes sous-questions, j'allais dire. La première sous-question, c'est à partir de quel seuil j'étale. Donc ça, on le sait, j'en ai fait état tout à l'heure, c'est ces fameux 100K. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne verrez jamais écrit, parce qu'il y a d'autres régulateurs ou on va dire autorités nationales étrangères qui se sont positionnées différemment avec des seuils bien inférieurs à 100K. Dans certains pays, on rencontre des seuils à 40 ou 50K par exemple, qui sont des seuils qui pourraient être considérés comme très bas dans certaines entités. Ou certaines entités des mieux-disants qui ont considéré par exemple qu'à partir de 40 cas de variables, ils étalaient aussi. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, souvent, c'est évidemment, une fois que j'étale, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cet étalement me garantit la rémunération qui va être étalée? Ou est-ce que moi, je suis sujet à une réévaluation de ma performance du fait de cet étalement? Eh bien, oui, vous êtes soumis à une réévaluation de votre performance du fait de l'étalement, et c'est toute là même la philosophie de l'étalement. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner, désormais c'est terminé, on vous donne l'ensemble de votre cash, à partir de 100, j'insiste encore. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, en théorie, j'évalue la performance et surtout je m'assure des conséquences de la performance passée. C'est-à-dire quelqu'un qui a accompli une performance en 2017, je la réévalue en 2018 pour apprécier ses conséquences et me dire finalement, bah oui, il s'avère que ce monsieur a bien eu telle performance, que finalement ça n'a pas fait entraîner avec un peu plus de recul, fait prendre avec un peu plus de recul de risque à mon entité, donc je lui donne ce fameux tiers, si j'étale sur 3 ans, il a droit à ce fameux tiers. Et cet exercice-là va être répété. Donc ce qui permet d'inscrire la performance du collaborateur dans le temps, et ce qui permet évidemment d'avoir une approche par les risques qui est souhaitée et qui est mis en avant systématiquement par les textes. Et c'est là où on voit aussi l'importance du plan de contrôle ou de l'évaluation annuelle ou régulière. Ça sert à ça. Ça ne va pas être uniquement est-ce que ma politique est jolie, est-ce que j'ai changé la date en haut de ma politique. C'est vraiment dans la structuration ou la compréhension de vos mécanismes et surtout dans leur appréciation qui vous est propre. Une appréciation objective, regardez les critères que vous avez énoncés. C'est important. Voilà.
Et là encore, j'insiste, c'est pas parce que vous avez mis en place des critères une année que vous fermez les yeux dessus, ne vous revenez pas dessus. Voilà. Parce que l'AMF vous demandera, en cas de contrôle, posera des questions bien évidemment fondées sur les textes, et ce que je vous énonce, c'est fondé sur des textes, clairement. Voilà. Donc après, tout ça, comment on s'organise? Et bien évidemment, ça doit être évalué, formalisé, et organisé autour d'une gouvernance particulière sur laquelle justement va retenir P, et l'intervention de P sera, vous verrez, particulièrement éclairante là-dessus. Vous devez faire attention à ça. Alors ça prend encore plus d'importance sur les mécanismes dont on parlait tout à l'heure de malus. Alors le malus, c'est justement ça, c'est dans l'appréciation de la performance sur le ou de restitution. Alors la restitution, c'est tout autre chose. C'est indiqué un peu un accord contractuel où on va arrêter un certain nombre de circonstances au titre duquel on considérera que vous devez restituer les sommes qu'on vous a données. Voilà. Parce que traditionnellement, l'étalement, qu'est-ce qu'il implique? Il implique que c'est pas parce que tu as, tant que c'est pas définitivement versé, c'est pas définitivement acquis. C'est important. Dans la communication aussi de fin d'année, par exemple, un collaborateur à qui on dit tu as tant de variables, si on n'indique pas dans son courrier l'informant qu'il a tant de variables, que c'est soumis à des conditions d'évaluation dans le temps, de réévaluation annuelle, qui s'est soumis à d'autres conditions, par exemple de présence, mais on sait que la présence c'est inopérant, du moins en matière de droit du travail. En tout cas, si on n'encadre pas là-dedans, pour éviter les frottements derrière ou qu'il pense avoir légitimement le droit à sa rémunération. Voilà. Donc la restitution, par exemple, c'est de dire, eh ben, on l'arrête, il y a un certain nombre de circonscriptions arrêtées, faute grave, faute lourde, faute ou autre chose, et on va considérer qu'au titre de ces comportements, eh bien, tu t'étais engagé à restituer les sommes qu'on t'avait versées. Mais si le monsieur, justement, a payé des impôts sur les sommes qu'on lui a versées, ça va être très très compliqué. Surtout que là, à la rigueur, la restitution, elle a plus qu'une conséquence fiscale, on pourra aussi trouver une conséquence sociale assez directe. Donc là-dessus, on va dire que tout le monde est plus ou moins mal à l'aise et aurait, dans une approche première en tout cas, en l'absence, à ma connaissance de précision là-dessus, tendance à privilégier le droit du travail. En revanche, quelque chose qui est beaucoup plus facile à organiser, parce que ça se voit encore, je pensais que ce n'était pas le cas, mais les bonus garantis. Alors les bonus garantis, évidemment, sur la première année c'est bien, sur une durée supérieure à la première année, ce n'est pas bien du tout. Et ça, en revanche, c'est possible de l'organiser. Il y a quand même moins de friction là-dessus. Donc sur les instruments, je vais peut-être revenir là-dessus. Alors les instruments, qu'est-ce qu'on voit sur les instruments? Donc on voit plein de choses. Ce qui est à prendre en considération sur l'instrument, à savoir, alors l'instrument c'est quoi? L'instrument c'est en raison de la diversification. On sait que désormais que du cash, c'est pas possible, qu'il faut étaler et que même sur cet étalement, à hauteur de 40%, il faudra diversifier une partie cash et une partie instrument. Donc sur la partie instrument, on se dit mais c'est quoi les instruments? Alors les instruments, comme j'en faisais état, c'est notamment le cash indexé. Alors je réinsiste dessus parce que c'est quelque chose qui plaît beaucoup, et qui a souvent un regard assez bienveillant de la part bienveillant ou on va dire qui retient l'accord de l'AMF. C'est ce fameux cash indexé. Alors comment ça s'organise? Clairement en pratique, je mets presque un compte de dépôt de ces cash, je ne sais pas comment on appelle ça, on met de l'argent sur un compte et puis je vais faire varier ce cash, je vais l'indexer sur la performance d'un panier de fonds. Voilà, clairement. Après, alors, sur un panier de fonds, quels fonds? Il faut que ça soit des fonds représentatifs de votre gestion. Et généralement, moins il y a de fonds, mieux c'est aussi. Voilà. Après, se pose la question de l'indexation. Voilà, parce que, imaginons que le cash est indexé sur la performance d'un panier de fonds qui surperforme, comment je fais? C'est-à-dire que tout d'un coup, je me retrouverai à devoir donner une énorme quantité de cash, quoi. Ça, c'est dans l'absolu. Comment je fais donc? Là encore, il faut réfléchir à des mécanismes, s'il n'est pas possible d'encadrer éventuellement cette indexation dans des fourchettes. Parce que de la même façon, il peut y avoir de la performance positive, négative. Voilà. Et comment moi je fais varier mon cash par rapport à ça? Parce que la personne tient quand même à son cash. Voilà.
mais dans quelle mesure elle aura ce cache ou comment ce cache aura pu évoluer. Un élément important avec OPCM5, c'est que justement, on explique bien que tout ce qui est gestion sous mandat est évidemment pris également dedans. Et du coup, comment là, un des éléments qu'on a vu, c'est comment moi je vais organiser ces instruments sur des mandats. Eh ben, une des questions, c'est par exemple, ça peut être du cash qui est indexé sur la valeur de l'ensemble des mandats chez vous. C'est quelque chose qui est en discussion. Voilà. Parce que les gens disent, mais moi, si j'indexe sur un panier de fonds, finalement, je ne gère pas de fonds, quoi. Je gère des mandats. Voilà. Donc, dans PSM5, on s'est posé un peu plus la question du fait de cette précision sur les mandats. Et il est possible de prévoir une indexation sur la valeur de l'ensemble des mandats gérés.